Cette vidéo accompagne l'énoncé du TP numéro 9 qui s'intitule Bobine de Helmholtz et théorème d'Ampère. Alors les bobines de Helmholtz, c'est un dispositif expérimental constitué de deux bobines, l'une fixe, l'autre mobile. Elles sont coaxiales, elles sont identiques, constituées d'une centaine de spires chacune et alimentées, soit une bobine, soit les deux, par une alimentation continue. Il y a une seconde vidéo qui présente le matériel, donc je ne vais pas trop m'attarder sur ce point ici. Euh, et disons que la bobine mobile peut être plus ou moins rapprochée de la bobine fixe pour voilà, faire des mesures de champ magnétique créées par une bobine ou l'ensemble des deux bobines en fonction éventuellement de la distance entre les bobines. Alors vous avez ici les objectifs détaillés de la séance. Dans une première partie, je vous propose de faire des manips qualitatives. Alors en fait, je les ai déjà faites moi-même dans la deuxième vidéo pour accélérer un petit peu ce TP et se concentrer sur les parties plus quantitatives. Et là, j'ai mis une petite remarque d'ordre expérimental. Donc, on va éviter de dépasser 5 ampères dans les bobines. Et puis, si on utilise 5 ampères, essayez de ne pas rester. Enfin, on reste à 5 ampères au maximum dans les bobines pendant qu'on fait les mesures. Et une fois que les mesures sont terminées, on n'oublie pas de remettre le courant à zéro pour éviter que ça chauffe. Il y aura de l'effet Joule un peu dans les fils, ça chauffe un petit peu, voilà, on fait attention à ça. Par contre, on n'éteint jamais l'alimentation quand elle alimente des bobines. On n'appuie jamais sur l'interrupteur, on ramène le courant à zéro avec le bouton. Voilà, il faut toujours éviter de créer une rupture brutale de courant dans une bobine. Du fait de son inductance propre, ça va gérer une force électromotrice d'induction qui peut être très importante dans la bobine. Et en retour, ça peut générer un courant induit qui peut éventuellement, cette surintensité peut créer, voilà, enfin, peut faire disjoncter le circuit. Euh, voilà, bon, les bobines qu'on a en TP ce sont des petites bobines, donc il n'y a pas vraiment de risque, mais c'est bien de prendre de bonnes habitudes. Donc, les observations qualitatives sont déjà faites dans la deuxième vidéo. Je ne m'attarde pas là-dessus. Dans le grand 2, pour les manips quantitatives, il faut un appareil qui permet de mesurer le champ magnétique. C'est ce qu'on appelle un teslamètre. Il est présenté dans la deuxième vidéo. Je ne m'attarde pas non plus sur ce point maintenant. Et donc les manips quantitatives, il y en a deux. La première consiste à mesurer la proportionnalité du champ magnétique avec le courant qui lui donne naissance. D'accord, ça c'est ce que stipule une des équations de Maxwell, celle qui fait justement le lien entre le courant électrique et le champ magnétique en général créé par ce courant électrique. Donc on va simplement placer la sonde, le teslamètre, au centre de la bobine fixe parcourue par un courant I, parce que c'est le point de l'espace où le champ magnétique est le plus intense. Et puis vous ferez varier le courant I dans la bobine et vous tracerez donc l'effet en fonction de la cause, B en fonction de I, et vous devriez trouver une relation de proportionnalité. C'est ce qu'on va chercher à vérifier en TP. Euh, la deuxième manip, alors non, ça c'est plutôt une manip, on va dire, semi-quantitative. C'est le seul moment dans le TP où on va aussi alimenter la deuxième bobine. D'accord, on la place un peu n'importe où, à une certaine distance de la bobine fixe. Hein, vous avez là en dessous un dessin des deux bobines coaxiales. On les fixera comme ça à une distance l'une de l'autre. On mettra les deux bobines en série pour qu'elles soient parcourues par le même courant. Il faut savoir que ces deux bobines sont identiques. Et on s'arrangera pour que la bobine fixe génère, si elle génère un champ magnétique qui va vers la gauche, eh bien on s'arrangera pour que la bobine à gauche là euh, euh, crée un champ magnétique qui va vers la droite, et donc au milieu, par symétrie, on devrait avoir la même norme des champs magnétiques et des sens opposés. Et si le théorème de superposition est vérifié, on devrait ici obtenir au milieu un champ nul. Ah, donc, le théorème de superposition, c'est quoi? On a deux bobines, deux courants, hein, qui créent donc enfin deux bobines traversées chacune par un courant. Disons la bobine 1 parcourue par un courant I1 qui crée un champ B1, et la bobine 2 qui est parcourue par un courant I2.
et qui crée donc un champ B2. Et en un point de l'espace, le théorème de superposition nous dit que le champ créé par l'ensemble des deux bobines, bah, c'est tout simplement B1 fois B2. Donc ça, c'est une conséquence directe de la linéarité de l'équation de Maxwell que j'ai mentionnée tout à l'heure. On verra tout ça encore plus tard. Et donc c'est une façon de vérifier rapidement le théorème de superposition en un point de l'espace. Bon, on aurait pu faire des mesures plus subtiles, plus longues, mais celle-ci est déjà, je dirais, satisfaisante. Dans le troisième, très important, on va vérifier justement l'équation de Maxwell dont j'ai parlé tout à l'heure, une version, on va dire, en régime stationnaire, puisqu'ici, le courant qui alimente les bobines est continu, rien ne dépend du temps, donc les champs magnétiques créés sont indépendants du temps, ils sont stationnaires. On parle de magnétostatique, voilà, alors faites attention, le mot statique, c'est pas comme en mécanique des fluides, il y a une différence entre le mot statique et le mot stationnaire. Bon, en électromagnétisme, statique et stationnaire, ici, veulent dire la même chose. Donc magnétostatique, c'est l'étude des situations où le champ magnétique est indépendant du temps. Et évidemment, les courants qui donnent naissance à ce champ magnétique sont aussi indépendants du temps. Et donc, l'équation de Maxwell, dans sa version intégrale, vous allez voir que c'est comme en mécaflux, on va souvent voir des lois sous forme locale et sous forme intégrale. Et bien sous forme intégrale, cette équation de Maxwell s'appelle le théorème d'Ampère. D'accord? Et elle relie la circulation du champ magnétique suivant un contour fermé au courant qui lui donne naissance. Alors, plus particulièrement, les courants enlacés par le contour. D'accord? Donc là, il y a un contour bleu qui est dessiné ici et qui traverse la bobine fixe. Nous, en TP, seule la bobine fixe sera alimentée ici. Bon, on peut alimenter la deuxième si on veut. On verra que ça change évidemment rien à, à ce qu'on va mesurer. Le théorème d'Ampère, il est vérifié. Voilà. Là, il y a éventuellement un deuxième contour. Bon, on en fera un déjà en TP. Si vous avez le temps, vous pourrez essayer d'en faire un deuxième. Alors, je vais expliquer un petit peu comment est-ce qu'on peut mesurer déjà une circulation. A priori, vous ne l'avez jamais fait. Et puis, qu'est-ce que c'est exactement que ces courants enlacés qui apparaissent dans le théorème? Bon, mu0, je ne l'ai pas mentionné, c'est une constante de la physique, constante du vide, que vous avez déjà mentionné l'année passée. C'est ce ça s'appelle la perméabilité magnétique du vide. Bon, ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle perméabilité, c'est un terme un petit peu vieillot, mais bon, ça s'appelle comme ça. Alors, voyons un petit peu comment mesurer une circulation. Et puis, qu'est-ce que c'est que ces courants enlacés? Alors, j'ai fait un dessin ici là d'une bobine. J'ai essayé de faire de la 3D. Il y a 4 spires, parcourus évidemment par le même courant I. Et puis, j'ai dessiné ici un contour en rouge qui traverse. Donc, une branche du contour est extérieure à la bobine. Et puis, l'autre branche traverse la bobine. Et bien ici, I enlacé, vous voyez que ce contour rouge, il enlace ces 4 fils. D'accord? Et donc, euh, c'est N fils, si vous voulez. Et donc, le courant enlacé, c'est tout simplement 4 fois le courant par courant. Enfin, c'est la somme des courants, si vous voulez, qui sont enlacés par le contour. Donc ici, ce serait 4 fois I. D'accord? Alors, vous voyez que le derrière des spires ici, qui remonte là-bas derrière, n'est pas enlacé. Je ne sais pas si vous arrivez à percevoir ça en 3D, mais n'est pas enlacé par le contour, donc on ne les compte pas. D'accord? Une autre situation géométrique que j'ai dessinée ici, voilà, vous avez un contour, et puis je représentais simplement deux fils parcourus par des courants I1 et I2, et donc vous voyez qu'ils sont ces fils enlacés par le contour, donc ici, les courants enlacés totaux, c'est tout simplement I1 plus I2. Ok. Bon, il y a des histoires de signes et d'orientation, mais pour le TP, ça ne sera pas important, on reviendra là-dessus abondamment en cours, bien sûr. Voilà pour ce qui est de I enlacé. Et maintenant, voyons un peu comment est-ce qu'on peut mesurer la circulation du champ magnétique sur un contour. Alors évidemment, il y a de l'infini dans l'intégrale, donc on ne mesure jamais des intégrales, mais évidemment, on va aller, cette somme continue qu'est l'intégrale, on va la transformer en somme discrète. Donc vous avez le contour ici en noir, et puis vous voyez que tous les centimètres, je l'ai fait en TP, vous avez une petite marque,
Et l'idée, on va mesurer le champ magnétique au niveau de chacune de ces marques. Hein, donc, je sais pas, en TP, il doit y avoir une trentaine de marques sur le contour. Vous mesurez une trentaine de valeurs de champ magnétique. OK. Euh, et donc, voilà, hein, c'est ce qui permet de passer d'une somme continue à une somme discrète. Hein, vous n'aurez que une trentaine de termes. Ensuite, B scalaire dl, c'est quoi? C'est tout simplement ici, on va mesurer, ce sera simplement B tangent au contour, donc B tangent à dl, fois dl sans flèche, qui est tout simplement la norme du vecteur dl. Hein, vous savez que le produit scalaire, c'est ça, hein, ça revient à ne conserver que la partie tangente du champ magnétique, tangente, hein, au vecteur dl. Donc le vecteur dl, comme d'habitude, hein, c'est le déplacement élémentaire suivant le contour orienté. Donc toutes les marques sont à 1 cm l'une de l'autre, et donc tous les dl en norme valent la même chose. Là, j'ai dessiné un petit exemple de positionnement de la sonde, hein, du Teslamètre pour mesurer B tangent à ce niveau-là, d'accord, en cette marque-là. Donc vous avez ici le champ magnétique et puis la composante qu'on mesure. Et cette composante, vous savez, c'est celle qui doit être tangente au contour. C'est pour ça qu'il faudra bien placer la sonde tangente au contour. Hein, vous savez que la sonde, ça c'est dans la deuxième vidéo, la sonde, naturellement, du fait de sa constitution, elle mesure le champ magnétique qui lui est tangent, donc la composante qui collinaire à la baguette du champ magnétique. Donc en positionnant la baguette comme ça tangentiellement au contour, assez naturellement, ça va permettre de mesurer la composante tangentielle du champ magnétique. Donc la circulation revient à calculer cette somme discrète. Comme tous les dl ont même norme, on peut factoriser. Donc dans un tableau Excel, dans une colonne, vous mettrez la trentaine de mesures de champ magnétique, vous ferez la somme dans une cellule, vous multiplierez par 1 centimètre, et ensuite, pour essayer de vérifier que le théorème d'Ampère est valide, eh bien, vous diviserez cette mesure de circulation par I enlacé. Hein, je crois qu'il y a 96 spires dans la bobine, vous connaissez le courant qui traverse chacune des spires. Donc en divisant la circulation par I enlacé, vous allez essayer de retrouver la valeur de mu0 qui vaut, comme stipulé dans le TP, qui vaut 4pi 10-7 Henri par mètre.